carte de ce mois de février, les planètes Mercure et Mars feront le show avec une élongation à ne pas rater pour Mercure et un spectacle exceptionnel présenté par Mars avec un décor de scène rehaussé par une nébuleuse incontournable et un amas d'étoiles, concentré scintillant de mille feux. Bien entendu, ensuite, nous ferons le point sur l'activité du Soleil du mois précédent, puis nous clôturerons notre émission en jetant un œil sur la visibilité des planètes et des plus gros astéroïdes du système solaire en passant par les quartiers de la Lune. Mais avant tout, bienvenue à chacun de vous qui nous écoutez sur notre chaîne. Comme vous pourrez le constater, nous sommes dans des conditions d'enregistrement particulières, puisque Mathieu sera seul face à moi pour commenter ces événements célestes. Mais nous saluons tout de même Pascal, qui en ce moment se trouve à quelques milliers de kilomètres d'ici, en plein reportage touristique et culinaire, si je puis dire. J'espère qu'il n'en oubliera pas de ramener quelques clichés du ciel. Autre nouveauté à compter de cette émission de février, nos habituelles rubriques portant pour la première sur l'actualité astronomique du mois précédent et pour la seconde sur un objet du ciel profond, observable chaque mois, ne seront désormais plus inclus à l'émission des éphémérides du ciel. Néanmoins, nous continuerons d'en faire et vous les retrouverez dans des vidéos à part entière, et mises en ligne à peu près dans les mêmes temps que l'émission des éphémérides du ciel, ou dans les playlists Objets du ciel profond, l'actu astronomique en bref, sur notre chaîne. Mais sans plus tarder, on commence par un événement du mois de janvier qui ouvre le bal, pour deux raisons, puisque c'est un événement qui est important, et c'est un événement que nous avions oublié de mentionner le mois dernier. C'est Vénus et Neptune qui se frôlent le 27 janvier. Alors, Vénus, c'est la planète la plus proche de nous et l'étoile la plus lumineuse du ciel, tandis que Neptune, c'est l'exact inverse. C'est la planète la plus lointaine du système solaire, mais aussi fatalement la moins lumineuse. Alors, c'est une occasion ici de chercher à voir Neptune, n'est-ce pas Mathieu ? Ah, c'est sûr, là, d'autant plus que l'écart va être vraiment très faible, 0,1 degré, autant dire qu'elles vont quasiment se toucher. Alors le maximum de ce rapprochement-là, c'est autour de 21h30, heure locale française bien entendu. Mais le problème, c'est qu'à cette heure-là, les deux planètes vont être au lit, c'est-à-dire sous l'horizon. Cela dit, on peut commencer à observer Vénus donc, dès le coucher du soleil, vers 17h30, 18h30, selon que l'on est à l'est ou à l'ouest de la France. Et 45 minutes après, le soleil commence à noircir un petit peu, et on peut commencer à chercher Neptune qui est tout contre Vénus, alors au télescope bien entendu, et à très fort grossissement, puisque Neptune est quand même relativement faible, et puis son disque est aussi très petit. La phase de Vénus est remarquable, on commencera bien à la voir même avec un très fort grossissement. Évidemment, on ne va pas trop attendre que les deux planètes se tombent vers l'horizon parce que la turbulence va commencer à empiéter un peu sur l'observation. Et puis du côté de Neptune, eh bien, ce qu'on pourra observer, c'est sa couleur bleu-gris qui, elle, tape à l'œil. Voilà, donc on aura quand même un beau contraste lumineux dans le ciel. Sinon, le 10 février, c'est l'élongation maximale de Mercure. Alors, où la trouver et que voir ? Alors, Mercure, eh bien, on va la repérer à l'œil nu, parfaitement visible, au crépuscule, donc un peu après le coucher du soleil plutôt, et elle sera donc basse sur l'horizon ouest, donc évidemment du côté où le soleil se couche. La magnitude apparente visuelle de Mercure, c'est moins 0,4, donc négative, ce qui fait donc qu'elle fait partie des moments où elle est le plus brillant dans le ciel. Et ça va l'amener à faire partie, du coup, justement, des étoiles les plus brillantes du ciel. On avait parlé de Bételgeuse il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Juste au-dessus, Vénus scintille de 1000 feux, donc c'est ce qui va permettre de repérer Mercure. Mercure étant un peu plus basse que Vénus, si vous avez un horizon qui n'est pas trop dégagé, ou alors que vous avez du mal à percevoir Mercure, eh bien Vénus permettra de servir de jalon. Avec un petit instrument astronomique, grossissez minimum 100 fois pour apercevoir
que Mercure présente un disque seulement à moitié plein, donc phase en premier quartier, ou en dernier quartier, je ne sais pas trop comment on dit. Et attention parce que la turbulence peut empêcher de voir son disque. Donc même si vous avez un bon instrument et que vous avez du mal à apercevoir sa phase, ça peut être dû à la turbulence. En tout cas, c'est un facteur à risque. Voilà. Et pour info, le laps de temps pour la voir est assez court, puisque le 26, elle passe en conjonction inférieure avec le Soleil, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus visible le soir. Sinon, le 18 et le 28 février, Mars passe d'abord près de M8, puis rase M22. Alors, comment observer ces pérégrinations de Mars et surtout M8 et M22, c'est quoi? Alors on va commencer donc par le 18 février, donc à partir de 6h30, 7h du matin, donc là encore ça dépend où vous êtes placé en France, cherchez l'étoile rouge de Mars qui est basse sur l'horizon sud-est, donc vers la direction du lever du soleil. Sa magnitude apparente qui est de plus 1,2 la rend encore plutôt discrète parmi les autres étoiles du ciel, mais elle est encore facilement repérable. Au télescope, donc, elle est aussi encore minuscule puisqu'elle a un diamètre apparent de 5 secondes d'arc, ce qui est à peine plus gros qu'Uranus. Elle passera donc entre M8, qu'on appelle la nébuleuse de la Lagune, hein, et M20, la nébuleuse Trifide, qui est une belle nébuleuse multicolore. Enfin, il y a surtout deux colorations principales, le bleu et le rouge, qui sont catégorisées en deux parties bien distinctes, mais qui ne sont pas forcément observables avec un petit instrument. Il faut quand même un bon instrument, voire faire de la photo pour se rendre compte des couleurs des nébuleuses. M8, la Lagune, elle, donc, elle est perceptible à l'œil nu, mais au moins des jumelles seront plus confortables pour l'observer. Alors, ne pas grossir au télescope, en tout cas pour observer Mars avec la compagnie de M8, et un filtre UHC pourra être utile, puisque M8 c'est une nébuleuse, et que les nébuleuses sont sensibles à la pollution lumineuse, à la luminosité du ciel, enfin plusieurs facteurs, et un filtre UHC permet d'assombrir justement le ciel pour pouvoir faire ressortir les gaz nébulaires. La magnitude de la Lagune, eh bien, c'est environ plus 5, plus 6. Alors le 28 maintenant, alors cette fois-ci Mars va passer près de M22, donc c'est toujours dans les mêmes horaires, 6h30, 7h du matin. Elle passe près de donc l'amas globulaire le plus lumineux du Sagittaire, M22, et sa magnitude apparente est de plus 5,1. Donc là encore, on peut tenter de l'apercevoir à l'œil nu, c'est possible. Cela dit, ça va être un peu difficile parce que 5,1 c'est quand même assez faible. Alors on résout l'amas en étoile dès qu'on a un télescope de 114 mm d'ouverture, et c'est observé avec un moyen grossissement pour pouvoir voir la planète et l'amas d'étoiles dans le même champ. Alors pour voir le disque de Mars maintenant, on peut pousser le grossissement à 100 ou 150 fois minimum, et attention parce qu'il est encore trop petit pour percevoir des détails à sa surface, même avec de gros télescopes. Donc patience, encore quelques mois et Mars passera tout près de nous. En octobre, je crois, et elle se laissera admirer facilement. Tout à fait. Sinon, le 24 février, c'est le maximum de la pluie d'étoiles filantes des Delta Léonides. Alors, c'est apparemment la seule du mois dans notre hémisphère. Brièvement, quelles sont ses caractéristiques? C'est un essaim qui est actif du 15 février au 10 mars, et le pic, il atteint 2 météores par heure. C'est énorme. Donc oui, il faudra quand même être patient pour apercevoir ne serait-ce qu'une toute petite étoile filante. Hein. Mais c'est des météores qui vont à 23 km/s, c'est vraiment très faible, relativement évidemment à la vitesse moyenne des étoiles filantes. Donc on aura le temps de les savourer si elles passent dans le ciel. Bon, ça reste toujours de l'ordre de quelques secondes, hein, le passage évidemment d'une étoile filante, donc c'est quand même assez rapide. Il faut quand même avoir l'œil pour bien les apercevoir. Alors c'est à chercher autour de la constellation du Lion pendant toute la nuit. La nouvelle lune en plus ne gênera absolument pas. Donc voilà, un peu de patience pour pouvoir les observer. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup par heure.
En tout cas, nous allons maintenant passer à l'activité solaire de janvier, donc du mois précédent. Alors, Mathieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette activité du soleil? Eh bien, on va commencer par remonter jusqu'au 19 décembre, puisque l'activité solaire a commencé à remonter un petit peu à partir de cette période. Le 19 décembre, on a une discrète facule qui est apparue sur le bord est du Soleil et qui va apparaître comme un signe annonciateur. Et effectivement, 3 jours plus tard, donc le 22 décembre, deux taches, une petite et une minuscule, proches l'une de l'autre, vont apparaître non loin du centre du Soleil. Tout ça, ces deux taches en fait sont un bon indicateur comme quoi eh bien, le cycle solaire 25 est en train de démarrer. C'est pas fini parce que le cycle solaire 25 va continuer de pointer le bout de son nez. Le 23 décembre, donc le lendemain, le duo n'est plus seul. Deux autres taches vont apparaître de l'autre côté du disque solaire dans l'hémisphère nord. Et de nouveau, leur polarité magnétique va indiquer leur appartenance au cycle 25. Elles sont donc notées AR 2753 et AR 2754. AR 2753 en particulier va perdurer jusqu'au 27 décembre. Le 1er janvier, une nouvelle tache va émerger dans l'hémisphère sud, et c'est encore un membre du cycle 25, dénommé AR 2755. Alors c'est le 3e mois consécutif que les tâches du cycle 25 se montrent, depuis novembre 2019 jusqu'à janvier 2020 donc, et elle se décomposera le 7 janvier. Justement, ce même jour, une nouvelle tâche va émerger, cette fois-ci dans l'hémisphère nord, encore un signe du cycle 25. AR 2756, comme on l'appellera, donc, va disparaître 4 jours plus tard, le 11 janvier. Donc, beaucoup d'activités, mais ça restait des tâches absolument minuscules. Ensuite, jusqu'au 21 janvier, donc jusqu'au 22 janvier, plus rien à signaler. La conclusion, c'est quoi? Eh bien, c'est que le cycle solaire 25 est définitivement en train de s'installer. Voilà donc un petit résumé de cette activité du Soleil. Nous allons maintenant passer à la visibilité des planètes, et on commence tout d'abord par Mercure. Alors, il sera difficilement visible au coucher du Soleil au début du mois, puis deviendra inobservable à la fin du mois. Vénus sera visible en tout début de soirée, pendant tout le mois. Mars sera observable en fin de nuit seulement. Jupiter pourra être observé en toute fin de nuit durant la première moitié du mois, puis sera observable en seconde partie de nuit durant la fin du mois. Saturne sera inobservable au début du mois, puis à partir du 15, on pourra l'observer en toute fin de nuit. Uranus sera observable en première partie de nuit. Neptune pourra être observé en tout début de soirée, la première moitié du mois, puis la deuxième moitié du mois, elle deviendra inobservable. Quant à la planète naine Pluton, elle sera inobservable la première partie du mois, puis deviendra observable aux instruments en seconde partie de nuit, à partir du milieu du mois. Cérès sera inobservable tout le mois. L'astéroïde Pallas sera observable en fin de nuit. Junon sera observable en seconde partie de nuit. Et quant à Vesta, elle sera observable en première partie de nuit. Pour ce qui est de la Lune, donc je cite les heures locales, en heure locale donc. Le 2 à 2h42, c'est le premier quartier. Le 9 à 8h33, c'est la pleine lune. Le 10 à 21h30, la lune est au périgée. Le 15 à 23h18, on pourra observer le dernier quartier de la lune. Le 23 à 16h32, c'est la nouvelle lune. Et enfin, le 26 à 12h35, la lune est à l'apogée. Donc, nous allons pouvoir passer à la dernière partie. C'est la photo que Mathieu, tu as choisie, donc. Voilà, c'est celle-ci. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc en fait, c'est la planète Mars en fait que j'ai photographiée. On mettra sans doute une petite note pour
rehaussée par rapport aux autres étoiles, parce qu'il y en a beaucoup. Mm. Donc elle est discrète en ce moment, hein, ça a été pris donc, au début du mois de janvier. Et elle passait à ce moment-là dans la constellation du Scorpion, ce qui faisait que la constellation du Scorpion avait une apparence un petit peu différente de l'habitude. Pour ceux qui observaient à ce moment-là, on avait un petit peu de mal à reconnaître la constellation du Scorpion, hormis le fait qu'effectivement en dessous, on trouve l'étoile rougeoyante Antares, qui est aussi une super géante. Et donc en fait, c'est bien tout ça pour dire que Mars, elle est en train tout doucement, donc elle est visible le matin là en ce moment, et elle est tout doucement en train de se rapprocher de nous, enfin plus exactement, c'est nous qui nous rapprochons d'elle. Mais ça va demander encore un certain temps avant que le maximum du rapprochement soit là, puisque, effectivement, comme on en a parlé tout à l'heure, eh bien, au mois d'octobre, elle sera beaucoup plus lumineuse que cela, tout près de nous, à environ 60 millions de kilomètres. Et au télescope, ça sera un régal d'observer son disque en espérant que, contrairement à ce qui s'est passé en 2018, lors de l'opposition, on n'ait pas de tempête qui vienne gâcher l'observation de la surface du sol de Mars. Et oui, ce serait dommage. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Merci à Mathieu de nous avoir accompagnés. Je me permets d'ailleurs de vous recommander sa chaîne L'Explorateur du Ciel, où vous pourrez retrouver son travail dans une compilation de photos et de vidéos. Nous nous retrouverons le mois prochain, certainement au complet cette fois-ci, pour débriefer entre autres d'une rare élongation commune de Vénus et Mercure, le 24 mars, et de divers rapprochements planétaires à ne pas manquer. Bon ciel à tous et à toutes.